La création du Canada en 1867 peut être interprétée comme étant la création d'une entreprise, la Business Canada. Des hommes d'affaires, la plupart d'origine britannique, mais également des politiciens, vont s'entendre pour vouloir réunir tout le territoire qui se trouve au-dessus des États-Unis, sauf l'Alaska. Alors, au départ, il y avait 4 colonies britanniques qui vont s'associer, donc Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, et assez rapidement, il y a d'autres provinces qui vont se joindre. Terre-Neuve, ça va être seulement en 1949. C'était d'autant possible de faire ça que l'Angleterre ne voulait plus avoir à payer pour la défense militaire de ses colonies britanniques. Puis également, le commerce des fourrures n'était plus très important dans ce moment-là. Le projet, c'était de dire on va essayer de mettre les conditions de prospérité économique le plus possible en exploitant les ressources naturelles, en essayant d'industrialiser le pays, en faisant venir des millions d'immigrants, puis en regroupant tout ça en créant un chemin de fer de l'Atlantique au Pacifique, puis en espérant que tout ça fonctionne bien. En fait, les 30 premières années, ça n'a pas si bien fonctionné que ça. L'industrialisation n'a pas vraiment démarré. On recevait des immigrants, mais il y avait davantage de population à ce moment-là, pendant les 30 premières années, qui partaient du Canada pour aller aux États-Unis, qu'il y en a qui arrivaient. Donc, la population n'augmentait pas beaucoup. Mais à partir des années 1900 environ, il y avait des investissements britanniques, mais là, il va s'ajouter des investissements américains en plus dans les nouvelles industries, telles que la construction automobile, les appareils électroménagers, tout ce qui est des appareils électriques, les mines également. Avec là, ça y est, la prospérité va commencer à partir des années 1900, puis l'économie canadienne va beaucoup être interreliée avec l'économie américaine. C'est sûr qu'à partir des années 30, il va y avoir la grosse crise économique, mais ça, c'était partout. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir beaucoup de prospérité. Au Canada, on va fabriquer, entre autres, des armements, des munitions, des chars d'assaut, des navires, des avions, puis on va envoyer beaucoup de nourriture également en Grande-Bretagne. Donc, c'est plutôt la prospérité de façon générale. Puis ça va continuer jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire. Puis, donc, l'interconnexion avec les États-Unis, même encore aujourd'hui, à peu près 70% des exportations canadiennes se font vers les États-Unis. On est vraiment interconnectés. Puis, on va fabriquer, dans le fond, beaucoup de choses comme les voitures américaines, les réfrigérateurs, les téléviseurs, mais il va aussi y avoir les films de Hollywood, les McDonald's, Walmart, toutes les vedettes, Michael Jackson, comme Elvis Presley, le Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb. Le mode de vie canadien est vraiment semblable au mode de vie américain. Il est possible de sortir à peu près comme 5 constatations dans l'histoire du Canada. La première, c'est que les grandes décisions, les grands décideurs du Canada, de façon générale, ne sont jamais venus au Canada. Dans le temps de la Nouvelle-France, c'était le roi de France. Quand ça a été The Province of Quebec, c'était le roi d'Angleterre. Par la suite, pour créer le Canada, c'est une loi britannique, l'Acte d'Amérique du Nord britannique, qui va créer le Canada. Et c'est tout le temps des gens de l'extérieur, dans le fond, qui vont prendre les grandes décisions pour le Canada. Puis la raison de ça, c'est que c'était une colonie dont la raison d'être, c'est d'être rentable pour les grands décideurs eux-mêmes, dans le fond. Une deuxième constatation qu'on peut faire du Canada, c'est l'importance des ressources naturelles. Tout de suite au départ, une industrie qui était vraiment importante, c'était les pêcheries dans l'océan Atlantique près de Terre-Neuve. À chaque année, autrefois, il y avait des centaines de navires européens qui venaient pêcher. Rapidement, il y a le commerce des fourrures qui va se rajouter. Par la suite, il va y avoir du bois qui va être expédié en Grande-Bretagne pour fabriquer des navires. Il va y avoir également l'exportation de blé. Puis au 20e siècle, ça va être l'exploitation des mines, puis l'exportation beaucoup des métaux, encore du bois, le pétrole de l'Alberta, l'hydroélectricité du Québec, même l'eau. Le Canada est vraiment un pays exportateur de ressources naturelles. Puis ça, c'est rare. Mettons, la France, le Japon, l'Allemagne, ils exportent, mais ils n'exportent pas des ressources naturelles. Ça, c'est comme particulier au Canada. Une troisième constatation qu'on peut faire du Canada, c'est la fragilité de l'identité nationale. C'est que, tout de suite au départ, il y avait 2 paliers de gouvernement.
Alors, le gouvernement fédéral s'occupe de la grosse business, qu'on peut dire, telle que la monnaie, les banques, l'armée, l'immigration, tout ce qui est des ententes économiques avec les autres pays et les déclarations de guerre. Ça, donc, les grosses affaires, on pourrait dire que c'est le gouvernement fédéral qui s'en occupe. Tandis que les provinces, elles, s'occupent de la gestion sociale. Donc, ça va être le domaine de la santé, de l'éducation, la justice, l'aide aux pauvres, de sorte que si je suis sur l'aide sociale, c'est le gouvernement provincial qui s'occupe de moi. Quand je suis au chômage, c'est le gouvernement fédéral. Puis dans un peu tous les domaines, c'est un peu ça, c'est fédéral, provincial. De sorte que, à la question, est-ce que je suis québécois ou canadien? Ben oui, les deux. Je suis québéco-canadien, on pourrait dire. Puis en plus, il y a comme au moins deux conceptions différentes du Canada. Appelons ça donc, la conception francophone, qui est de dire qu'au Canada, là, il y a deux peuples fondateurs. Parce que les Autochtones, là, on les met de côté, ils sont oubliés. Puis, il y a deux peuples fondateurs, donc les francophones et les anglophones. Puis le Canada, donc, c'est l'union de ça. Alors, c'est normal qu'il y ait beaucoup des services pour les anglophones, mais également les francophones, pour qu'il y ait des écoles pour les Anglais, mais aussi pour les Français, etc. Tu sais, qu'il faut vraiment réussir à maintenir les deux langues officielles. Puis le Québec, là-dedans, est une société distincte. Puis nous autres, le modèle de gestion de la diversité, c'est l'interculturalisme. C'est-à-dire que 80% de la population, c'est des francophones. Puis il faut que, quand il y a des immigrants qui arrivent, il faut les intégrer à la francophonie le plus possible pour empêcher l'anglicisation totale du Québec. Il faut vraiment préserver la francophonie, comme dans les autres provinces, peuvent protéger aussi la langue anglaise. Ça, c'est la vision, comme je dirais, francophone. Il y a également la vision anglophone, qui est quand même assez différente, qui est de dire, oui, mais le Canada, là, au départ, c'est une loi britannique. C'est un pays britannique, c'est un pays anglophone, dans le fond, le Canada, mais on accepte qu'au Québec, il y a des francophones, il peut y avoir des institutions fédérales aussi, où il y a des services en français, mais quand même, il ne faut pas exagérer là-dessus. Là. C'est quand même une partie du pays. Quand il y a des immigrants, on va les laisser eux-mêmes décider. Alors, c'est plutôt le multiculturalisme qui est le modèle de gestion, c'est-à-dire on laisse les groupes culturels avec leurs particularités s'ils veulent, puis à long terme, de toute façon, on est en Amérique du Nord, tout le monde va finir par s'angliciser un jour ou l'autre. Du moment que les immigrants sont des bons travailleurs, consommateurs, payeurs de taxes, il n'y a pas de problème, ça va bien comme ça. Donc l'idée, c'est que quand même, donc une certaine fragilité d'identité canadienne. C'est pas comme, disons, comme les gens qui disent nous, on est les Suédois, on est des Français, on est des Japonais. Ici, on dit qu'on est Canadien, oui, mais ça dépend quel Canadien. Puis il y a eu le mouvement d'indépendance au Québec. Tu sais. Donc, disons qu'il n'y a pas de vision homogène et très forte du Canada, je dirais. Une autre constatation encore, c'est que le Canada est un pays plutôt pacifique, quoique. Champlain a fondé Québec en 1608. L'année suivante, en 1609, il est allé avec des alliés autochtones chez les Iroquois pour faire la guerre. Il en a tué quelques-uns avec ses mousquets. Puis à partir de ce moment-là, ça a été les guerres iroquoises là, qui vont continuer pendant presque un siècle jusqu'à la Grande Paix de Montréal en 1701. Il y avait aussi que la France et l'Angleterre étaient souvent en guerre en Europe. Et automatiquement, la Nouvelle-France, la Nouvelle-Angleterre se retrouvaient en guerre également. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Puis c'est ça qui va aboutir à la bataille des Plaines d'Abraham en 1759. D'autres événements violents qu'il y a pu y avoir aussi, le Grand Dérangement. L'armée britannique, à un moment donné, a décidé de prendre les Acadiens vers 1755, puis de les expédier un peu partout dans l'ensemble, dans le fond, du royaume britannique. Par la suite, durant la guerre d'indépendance américaine, bien, il va y avoir des armées américaines qui vont essayer d'envahir le Canada, mais ils vont échouer, ils vont être repoussés par l'armée britannique qui se trouve au Canada. Même chose, la guerre de 1812, c'est des armées américaines qui vont attaquer aussi. Puis s'ils avaient réussi, peut-être qu'on serait américain aujourd'hui, mais ça a échoué. Donc, par la suite, il va y avoir quand même
tu sais, la rébellion des Patriotes, 1837-1838, où il y a des Canadiens français qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de pouvoir politique, mais il n'y en avait pas beaucoup, puis qui vont se rebeller contre le pouvoir britannique, mais ça va échouer. Par la suite, il va y avoir, lorsque le Canada est créé, dans les provinces de l'Ouest, dans les prairies, il y avait des milliers de métis et d'Autochtones qui vivaient de la chasse au bison puis qui parcouraient un grand territoire. Mais le gouvernement fédéral voulait faire une colonisation agricole avec des immigrants sur des terres, puis ils voulaient vraiment prendre leur territoire. Et qu'il va y avoir comme une guerre. L'armée canadienne va être envoyée. Il va y avoir à peu près 150 morts de chaque côté. Puis finalement, c'est l'armée qui va gagner, puis les Autochtones vont se retrouver dans des réserves. Puis ensuite, dans les autres événements violents qu'il y a pu y avoir, au 20e siècle, on a participé aux 2 guerres mondiales. Bon. Donc, on est relativement pacifique, surtout si on se compare avec les États-Unis, mais quand même, c'est relatif, là. Puis on peut d'ailleurs comparer au niveau du taux d'homicide. Aux États-Unis, sur 100 000 personnes, il y en a 5 qui vont se faire tuer par année, en moyenne. Au Canada, sur 100 000 personnes, il y en a 1,7 à peu près qui va se faire tuer par année, donc 3 fois moins. Puis au Québec, on est moins violent que dans la moyenne canadienne. Donc, de façon générale, oui, on peut dire qu'on est assez pacifique relativement. Une autre constatation encore, c'est à quel point le Canada est un pays d'immigration. Au maximum, 5 % de la population est autochtone, mais le 95 %, c'est des gens qui sont issus de l'immigration, soit des immigrants qui sont venus s'établir il y a 300 ans ou peut-être l'année passée. Mais donc, c'est un pays en croissance démographique tout le long. Puis c'est comme si la croissance démographique était importante au niveau de la croissance économique. Alors, il y a de la prospérité, il y a des immigrants qui arrivent, ça permet d'avoir d'autres prospérités, puis encore de continuer. Puis ce modèle-là, il est là depuis le départ, puis il semble continuer. En 2019, Statistique Canada a fait des prévisions sur l'avenir démographique du Canada pour 2068. Puis là, il faut savoir qu'aujourd'hui, présentement, il y a à peu près 38 millions de personnes qui vivent au Canada. Puis, donc, selon les prévisions, en 2068, il pourrait y avoir entre 44 millions et 70 millions de population. La marge est assez large, là, mais, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, mais c'est presque sûr, donc, que la population va juste continuer à augmenter, même si, pourtant, à un moment donné, il va y avoir plus de décès que de naissances. Comme au Québec, ça s'en vient vite. À partir de l'an 2030 environ, il devrait y avoir plus de décès que de naissances. Donc, si on veut continuer à augmenter la population, ça va être par l'immigration, c'est sûr. Donc, c'est la même chose au niveau du Canada. On est de plus en plus comme dépendant de l'immigration, on pourrait dire. Peut-être une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que le Canada est une réussite ou un échec? Bien, ça dépend à qui on pose la question. Si on demande la question aux investisseurs britanniques ou aux investisseurs américains ou encore à la haute bourgeoisie canadienne, probablement qu'ils vont dire « Oui, beau pays, Canada, une belle réussite ». Si on pose la question à des Autochtones, là, la réponse est plus nuancée, mettons. Une façon de savoir, donc, si le Canada est une réussite ou un échec, bien, on peut se comparer avec d'autres pays dans le monde. Par exemple, on peut regarder le niveau de richesse nationale. Comme la première puissance économique mondiale, c'est les États-Unis, suivi de la Chine, le Japon, l'Allemagne. Le Canada arrive en 9e place. Quand même. C'est quand même assez élevé. On est devant la Corée du Sud, devant l'Australie. Donc, on n'est pas dans les tout premiers, mais on n'est quand même pas très loin non plus. Même chose, l'ONU a défini l'indice de développement humain, ce qui inclut, dans le fond, 3 domaines. Il y a l'espérance de vie, le niveau de richesse des habitants et le niveau d'éducation. Bien, en 2020, le Canada était situé 13e sur 175 pays. Quand même, encore là, on est assez haut. On n'est pas les tout premiers, mais on n'est pas très loin non plus. En plus, au niveau international, il existe à chaque année des sondages sur le bonheur des populations. Puis là, donc, on a demandé si les Canadiens étaient heureux. Puis en l'année 2020, même si c'était une année de COVID, on est quand même arrivé 11e dans le monde des populations les plus heureuses. C'est vrai que nous autres, on avait la PCU, ça aide quand même, mais c'est à peu près comme ça à chaque année, à peu près. On se situe tout le temps, mettons, tout le temps dans le top 15 des pays dans le monde. Alors, on pourrait peut-être dire que
Au niveau du bonheur, en tout cas, nous autres, au Québec, au Canada, on aurait plusieurs raisons de fêter la journée du bonheur qui se trouve le 20 mars de chaque année, sauf que personne n'est au courant de cette fête-là.